À quel moment ont été considérés les problèmes de logement? Savez-vous ce qu'est un groupe de ressources techniques? Comment ont-ils évolué? Essentiellement, c'est un organisme sans but lucratif qui a pour objectif principal l'amélioration des conditions de logement des familles à revenus faibles ou modestes, particulièrement en créant des coopératives d'habitation. En tout cas, historiquement, les GRT, groupes de ressources techniques, ont surtout produit des coopératives d'habitation, bien qu'on n'exclut pas d'office d'autres formes d'habitation. Les objectifs étant surtout de desservir les clientèles à faible revenu, d'améliorer leurs conditions de logement, mais tout en favorisant l'appropriation collective de ces logements-là. On a attendu au début des années 60 pour dénoncer le problème de logement. En 1964 survient la déclaration des 14 curés. En quoi consistait cette déclaration? Mais fondamentalement, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu toute une série d'incendies dans les quartiers populaires, entre autres Saint-Henri, ce qui est devenu par la suite la Petite Bourgogne. Mais en 1964, il y avait eu une série d'incendies plus particulièrement, je dirais, dramatiques, dans le sens qu'il y avait eu un certain nombre de personnes qui avaient été brûlées. Et donc, à ce moment-là, les 14 curés des paroisses, il faut dire à cette époque-là, le rôle des paroisses était très important dans ces secteurs-là, ont réagi pour dire ça n'avait pas d'allure. Il y avait énormément de taudis où il y avait un risque d'incendie extrêmement fort. Et dans le fond, les 14 curés ont pris position en disant qu'il fallait absolument que quelque chose soit fait pour éviter ces cas dramatiques-là. Et ils ont demandé, dans le fond, que la ville ou les différents organismes gouvernementaux réagissent et fassent quelque chose de très rapide. C'est à ce moment-là que le maire Drapeau, effectivement, a réagi très rapidement, dans le sens qu'il est venu, je ne sais pas, quelques jours après la déclaration, pour finalement dire, oui, on va faire quelque chose. Bon. Et de ça est né éventuellement le programme ou le projet de rénovation d'une partie de Saint-Henri qu'on a appelé la Petite Bourgogne. Donc c'est vraiment, bon, il y avait d'autres, peut-être d'autres forces en action, mais la position des 14 curés a vraiment mis la question sur le tapis, et c'est à ce moment-là que la Ville de Montréal a réagi, a décidé de réagir pour implanter, dans le fond, le projet de rénovation de la Petite Bourgogne. En fait, sous l'initiative, si je me souviens bien, double à la fois le Conseil des œuvres et des groupes de Saint-Henri, de la Petite Bourgogne, qui ont cherché à mobiliser la population et à faire des changements dans les opérations publiques. Les animateurs du Conseil des œuvres de Montréal, organisme d'aide à la population démunie, ont favorisé la formation des premiers comités de citoyens, notamment Nous Saint-Henri et le Réveil des citoyens. Le but de ces comités était d'aider la municipalité à mettre sur pied un programme de rénovation urbaine. En 1966, le Conseil des œuvres publie une étude sur les conditions de logement à Montréal. L'étude Opération Rénovation sociale est la première étude où, dans le fond, on définit 4 grands secteurs d'intervention pour aider les gens à très faibles revenus. Bon. Un, c'était la sécurité revenu, l'autre, c'était la santé, l'autre, c'était l'éducation. Mais c'est la première fois qu'on voit comme importance le domaine du logement. Dans cette étude-là, ce qui est révolutionnaire, c'est qu'on dit qu'il faut agir sur les 4 fronts en même temps. Donc, les barricades en arrière-plan sont semblables à celles qui ont été érigées lors de l'Expo 67 pour cacher l'état lamentable de certains quartiers. Curieusement, cela ne semble pas avoir été dénoncé par les médias à l'époque. Jusqu'à maintenant, les groupes de citoyens privilégient la négociation. Celle-ci devenant insatisfaisante,
Ils opteront à l'avenir pour la contestation comme moyen de revendication. En 1969, des animateurs du Conseil des œuvres de Montréal, en association avec des permanents de la CSN, forment le Comité d'action politique. Ils formeront le FRAP lors d'une rencontre en mars 1970. Quel était le contexte sociopolitique au début des années 70? En fait, le contexte est un petit peu semblable à ce qu'on a retrouvé en France en mai 68, avec la révolte étudiante dans les universités, qui a fortement marqué aussi en France l'architecture ou l'enseignement de l'urbanisme. Tout ça. Le début des années 60, il y avait une espèce d'espoir de déblocage au Québec. Mais à la fin de 60, les réalisations concrètes étaient minces. À Montréal, le contexte sociopolitique au début des années 70, bon, on parle évidemment, c'est après les événements d'octobre. Au niveau municipal, il y a la naissance du FRAP. Et on se retrouve au début des années 70, en tout cas au moment où moi, en tout cas, je commence à m'intéresser, où j'arrive dans ce coin-ci. C'est les premières années de Rassemblement des citoyens de Montréal, du RCM. Par exemple, pour l'école d'architecture, il y avait eu une contestation étudiante à l'école d'architecture de l'Université de Montréal à la fin des années 60. Quand j'y suis arrivé au début des années 70, la structure avait changé, on avait beaucoup changé la forme d'enseignement, le type d'enseignement. Il y avait possibilité de faire des interventions et des gestes à portée sociale, mais ça se continuait dans tous les milieux. Il y avait des choses qui se structuraient, les groupes de gauche structurés se mettaient en place, s'organisaient. Il y avait, je dirais, puis tout au long des années 70, il y avait des fortes opposition idéologique. En 1969, le Conseil des œuvres de Montréal fusionne avec le Montreal Council Social Agencies pour former le Conseil de développement social du Montréal métropolitain. Dans le cadre d'un projet d'initiative locale, l'Association des locataires de Montréal reçoit une certaine subvention de 250 000 $. Pouvez-vous nous dire à quoi elle a servi? Bon, tout d'abord, je dois rappeler que le comité de l'habitation du Conseil de développement social avait préconisé comme un de ses secteurs d'intervention la création de groupes d'aide aux locataires montréalais. Le projet PIL avait pour but d'élargir, de créer plusieurs associations locales dans différents secteurs de l'île de Montréal. Au début des années 70, les étudiants remettent en cause le système capitaliste. Des nouvelles générations montantes qui n'avaient pas, évidemment, avaient beaucoup d'espoir et avaient été déçus de ce qui s'était produit. Et on remettait, on avait une approche de société juste, de société plus équitable, de respect de la personne. Bon, les revendications d'étudiants ont amené, en tout cas dans le cadre de l'école d'architecture, des changements majeurs dans l'ensemble des programmes et de l'organisation de l'école d'architecture. On a reformulé entièrement le programme d'études, très axé vers le travail dans le milieu, très axé vers une ouverture sociale. Donc, au lieu d'avoir un curriculum essentiellement centré sur les matières lourdes, là, physique, mathématiques, génie, etc., ou encore les côtés esthétiques, non, le donné social devenait très important. Ou aussi, on misait davantage sur une démarche personnelle, donc créer une motivation chez l'étudiant. Ici, à l'école d'architecture, les revendications des étudiants sont plus répercutantes. En 1973, au moment où j'arrive, avec une structure décisionnelle à l'école d'architecture qui est très proche d'une autogestion, employés de soutien, professeurs et étudiantes.
et qui s'occupe de la gestion et du contenu pédagogique de l'École d'architecture de l'Université de Montréal. Il y avait une ouverture, il y avait une espèce de liberté nouvelle, je dirais, qui s'est instaurée suite aux années 60, aux grandes contestations. Puis probablement que ça a aussi une répercussion dans l'ensemble de la société. Il y a beaucoup de choses comme ça beaucoup de vieux cadres qui ont été secoués à cette époque-là, puis qui permettaient de tenter des choses. Juste pour ajouter concrètement sur le programme académique à l'École d'architecture, ce qui s'était passé, c'est que la grille de cours obligatoire était devenue minimale, c'est-à-dire qu'on avait, je ne me souviens pas des chiffres, mais il y avait un très petit nombre de crédits obligatoires, de cours obligatoires à suivre, et l'ensemble des autres cours qui étaient très variés dans toutes sortes de disciplines, toutes sortes d'aspects de la pratique étaient optionnels. Puis à ça se greffaient les travaux pratiques, qui étaient suggérés par les professeurs et que les étudiants pouvaient aussi initier. On a reformulé entièrement le programme d'études, très axé vers le travail dans le milieu. À la même époque, Joseph Baker avait déjà une approche sociale semblable. Pendant le trimestre à l'Université McGill, j'avais formé l'atelier de design communautaire. Et on offrait des services au secteur défavorisé, Griffintown, Verdun, Pointe-Saint-Charles, Milton Park, Myland. Je crois qu'on était, d'une certaine façon, le premier groupe de ressources techniques, mais pas officiel. Par ailleurs, d'autres groupes se forment dans les universités francophones. Ils sont axés aussi sur l'intervention dans le milieu social. La clinique a pu naître grâce à ça, mais aussi la clinique est née en réaction aux résultats de la réforme. On a autorisé la clinique comme étant une unité pédagogique. Donc, elle avait un statut de lieu de formation sans qu'il y ait associé un professeur qui contrôle. On voulait que des services d'architecture ou d'aménagistes soient accessibles à des gens qui habituellement n'avaient pas accès à ces services-là. Et dans la façon aussi d'offrir les services, on voulait que ce soit à responsabilité partagée. On voulait que les gens, toute la clinique avait un objectif de prise en charge des conditions d'aménagement, d'habitation, de logement par les usagers. Tout se passait en atelier sur différents dossiers qui venaient de l'extérieur de la clinique. Les objectifs, c'était aussi de faire du travail très concret sur le terrain avec des gens pour transformer des conditions de vie de façon bien concrète. C'est ça l'objectif de départ. En parallèle à la clinique se forment les ateliers en habitation dirigés par le professeur Serge Caro. Vous avez, en tant que professeur, mis sur pied les ateliers qui touchaient plus spécifiquement à l'habitation. Pouvez-vous nous dire quels étaient vos objectifs à ce moment-là? En fait, mes objectifs, après avoir été directeur de l'école et initié tous ces changements dans le programme, d'abord, c'est de retourner dans le secteur habitation comme praticien et aussi comme un peu théoricien là, de l'habitation et de mettre en pratique, mais cette fois-là comme professeur, ce que j'avais préconisé comme directeur de l'école, comme formule d'enseignement. Le thème de cet atelier-là, oui, c'était la question du logement social et le travail dans les quartiers populaires. Donc, c'était des projets aussi de garderie, des projets de garderie populaire, des choses comme ça. Certains étudiants de la clinique d'aménagement ont travaillé sur des projets du groupe de ressources techniques en habitation de Montréal, qui fut fondé en 1976 par Louis Préti. Celui-ci participera par la suite aux mémoires présentées au ministre Tardif sur l'aide aux coopératives d'habitation. J'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être Québécois que ce soir. 76-77, c'est l'arrivée du PQ au pouvoir et la naissance du programme Logipop à Québec qui permet des subventions de 50 000 $ par groupe de ressources techniques. C'est la naissance des groupes de ressources techniques. Le Parti québécois était peut-être, de son membership, plus ouvert à cette forme de participation de la base dans les décisions. C'est posé au ministre Tardif un bref mémoire en disant « Organisez ça comme ça vous coûtera pas cher et ça va être efficace ». Le programme Logipop, c'est le premier programme
explicitement conçu là, pour venir en aide aux coopératives d'habitation au Québec. Et il comportait, ce programme-là, un volet d'aide aux ressources techniques. Donc, ce volet d'aide technique favorise la formation des groupes de ressources techniques. La clinique d'aménagement deviendra le service d'aménagement populaire et certains étudiants des ateliers en habitation formeront le regroupement en information logement. Cette subvention est également accordée au GRTHM. Quels sont les objectifs des GRT? Vu leur grand nombre à Montréal, nous avons choisi le service d'aménagement populaire ainsi que le regroupement information logement. Parce qu'ils représentent bien les objectifs globaux des groupes de ressources techniques. Les objectifs du RIL, il y en a 3 principaux. Le premier, c'est l'amélioration des conditions de logement de la population de Pointe-Saint-Charles. Le deuxième, c'est la prise en charge des conditions de logement par cette population-là. Donc, la prise en charge de leurs propres conditions de logement. Et la troisième, c'est que cet organisme-là soit un porte-parole et un intervenant politique sur la place publique pour faire reconnaître les besoins de la population de Pointe-Saint-Charles sur les questions de logement. Offrir des services en aménagement aux gens à faible revenu ou autrement exploités. C'était important d'exprimer comme ça à ce moment-là. Puis ça, c'était 2 façons qu'on voulait offrir ces services-là. Soit des services carrément techniques, sur des questions ponctuelles, puis aussi en promotion de la prise en charge. Ça, surtout à travers les coopératives. C'était vraiment le moyen de base. On voulait clarifier et dénoncer les intérêts en jeu des principaux intervenants dans le domaine de l'aménagement. Ça veut dire participer à des luttes, s'exprimer, dire en public les choses qui n'allaient pas, et ainsi de suite. Informer les gens sur les pratiques, sur les politiques, sur les enjeux sociaux. Donc, on voulait qu'il y ait vraiment un rôle idéologique, que ce ne soit pas que des services, mais qu'il y ait vraiment l'expression. Conscientisation. Conscientisation, je pense, pour résumer tout ça. Jeter les bases d'une nouvelle pratique de l'architecture. Encore là, c'est une continuité de la clinique. Démystifier le rôle de l'architecte, que ce ne soit pas un professionnel qui arrive avec ses belles choses couleurs et qui dit voilà ce qui est bien pour vous. On voulait arriver, s'asseoir avec le monde, puis dire nous autres, on a des outils, on les met à votre disposition, on en discute. Donc, c'était toujours là en continuité. Promouvoir, participer à l'établissement de liens entre les différentes organisations démocratiques des milieux populaires et syndicaux, et en particulier au niveau du logement. C'était un souhait, parce que ça se faisait peu. On se disait qu'il faudrait que ça se fasse. Il y avait des formes d'organisation qui se créaient à l'époque, mais c'était comme un objectif, un souhait. Et puis finalement, promouvoir le maintien des populations résidentes à faible revenu dans leur quartier. D'une façon plus globale, c'était tout le concept de la rénovation pour les gens en place. Puis c'était toute une lutte encore à poursuivre pour y arriver. Les groupes de ressources techniques aussi, pour pouvoir continuer leur intervention, ont recours régulièrement à des représentations auprès des gouvernements, à des séances, si on veut, de négociation ou de revendication pour faire en sorte que les programmes d'aide au logement coopératif ou sans but lucratif soient maintenus, améliorés, leur permettent finalement de continuer à faire ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire desservir ces populations-là. Troisième moyen, les groupes de ressources techniques essaient de donner des outils aux membres des coopératives, alors par le biais d'ateliers de formation, faire en sorte que l'appropriation collective soit effective. L'objectif d'un GRT, c'est pas d'aider pour la vie une coopérative, mais de faire en sorte qu'à la fin de la réalisation de son projet, ils puissent vraiment gérer collectivement leur projet d'habitation.
De quelle façon êtes-vous politiquement impliqué? En grande partie, c'est des rapports de force publics, c'est-à-dire conférences de presse, rencontres, assemblées publiques où on invite les politiciens à venir s'engager, où évidemment on invite les journalistes pour que ça se retrouve dans les journaux. Finalement, c'est l'implication dans la naissance d'un organisme dans le quartier qui s'appelle Action Gardien, qui ça est une coalition de 17 groupes communautaires du quartier Pointe-Saint-Charles, qui est né il y a 5 ans, maintenant 6 ans, enfin peut-être un petit peu plus, là, autour de ça, 5-6 ans, et qui est né à un moment donné dans toute en réaction à la politique de rénovation urbaine de l'administration Drapeau-Lamar. Les groupes qui font partie de ce qu'on pourrait appeler l'exécutif d'Action Gardien, de regroupement des organismes communautaires, il y a le programme économique de Pointe-Saint-Charles, il y a la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, il y a le Carrefour d'éducation populaire, un groupe qui s'appelle Saint-Colomba House. On a développé ce qu'on appelle le projet Saint-Charles. Le projet Saint-Charles, c'est essentiellement de regrouper tous les gens du quartier qui ont des problèmes de logement, qui ont un besoin, qui ont une volonté de s'organiser pour essayer de revendiquer auprès des paliers de gouvernement du logement social. Et ça existe depuis 4 ans maintenant. Et l'idée du projet Saint-Charles, c'était justement, la revendication, c'est 500 logements sociaux pour le quartier Pointe-Saint-Charles. Et depuis 2-3 ans, maintenant, les paliers de gouvernement, quand ils parlent au quartier sur la question du logement social, ils parlent au projet Saint-Charles. Quelle est votre relation avec le FRAPRU? On est membre du FRAPRU. On est actif au FRAPRU. On est membre depuis longtemps. On participe aux actions. On fait partie du FRAPRU parce que c'est, entre autres, une fenêtre sur la réalité plus québécoise, la question de l'aménagement urbain puis du logement social. Crainte que j'ai, c'est que petit à petit, le gouvernement du Québec ne va pas soutenir fondamentalement les groupes de ressources techniques. Donc, si les gouvernements rétrécissent le nombre la possibilité de construction de logements sociaux, évidemment, tu as de plus en plus de groupes qui commencent à se piler sur les pieds, puisqu'il y en a moins. Parce qu'au départ, il y avait un gros réseau. À Montréal, par exemple, il y en avait 10. D'un coup, il y a 3-4 ans, oups, tu commences à percevoir que, puisqu'il y a de moins en moins de logements sociaux, il commence à y avoir des regroupements, des fermetures de groupes, puis des regroupements de groupes de ressources techniques. Moi, je suis surpris de voir comment des fonctionnaires vont faire des études sur les GRT, par exemple, en disant, écoutez, ça n'a pas de bon sens comme c'est inefficace. Mais c'est sûr qu'ils jugent leur intervention à travers des grilles qui sont les leurs. C'est pas du tout applicable. Je pense que ce serait un peu dommage que de les abolir, alors qu'ils sont en habitation, en tout cas, ce sont des intervenants peu coûteux et efficaces comparés à d'autres façons d'intervenir. En février 89, la Ville de Montréal propose une nouvelle politique d'habitation. Pourra-t-elle combler ce que le gouvernement supérieur délaisse peu à peu? L'administration municipale de Montréal est assez sympathique et ouverte à la problématique de l'habitation sociale. L'énoncé de politique propose une mesure intégrée d'aide aux coopératives d'habitation. On se trouve à faire plus, en fait, que le programme Logis-Nord, Logis-Pop faisait en 81-82, en termes d'importance de l'aide. Il y a des fonds, puis il y a des efforts municipaux qui sont faits pour favoriser, aider un peu plus intensivement au développement de logement social sur le territoire de la ville. Il reste que ces outils-là permettent pas encore, à mon avis, de développer en soi du logement social. Le RCM favorise aussi la participation de la population en implantant les comités conseils d'arrondissement, qui font partie intégrale de leur politique de consultation publique. Les nouveaux comités conseils d'arrondissement seront un outil pour toute personne qui souhaite intervenir et les utiliser, en fait, pour des diverses questions qui concernent l'administration municipale et qui concernent les citoyens. Alors, il est évident que les CCA, comme on les appelle communément, seront l'occasion pour
l'ensemble des individus et à plus forte raison également l'ensemble des organismes communautaires d'un arrondissement, d'un quartier, d'amener leurs préoccupations devant les élus. Quant au GRT, je pense que toute la question des terrains, par exemple, dans les arrondissements, comment est-ce que ces terrains-là sont attribués, soit au secteur privé, au secteur sans but lucratif, bon, des éléments comme ça, les GRT auront très certainement avantage à utiliser la formule pour faire valoir leur point de vue. Vu le contexte politique actuel, on peut donc penser que les GRT devront trouver de nouveaux moyens de subsistance pour garder les mêmes objectifs. L'avenir dépend un petit peu de leur capacité de autofinancer leurs activités. De plus en plus, on verra qu'il y aura les petits bureaux d'architectes et les petits entrepreneurs qui seront intéressés d'entreprendre ces projets. Et eux, ils sont capables de fournir les services professionnels et techniques. Donc le rôle du GRT, je crois, deviendra moins important. On va dans la direction de privatisation. Certains GRT ont choisi de fermer leurs portes, d'autres ont choisi d'étudier et, dans un cas même, de réaliser un projet de fusion. On parle du GRTHM et du CDLC, deux GRT de Montréal. Les sociétés acheteuses peuvent ressembler, a priori, aux GRT, à savoir que c'est des groupes sans but lucratif également. Ces sociétés-là ont un rôle complémentaire à celui des groupes de ressources techniques. Le rôle des sociétés acheteuses, c'est d'aider à créer des conditions qui permettraient de faire de la rénovation malgré tout, finalement. De par leurs actions, les sociétés acheteuses sont intéressantes parce qu'elles permettent d'enlever du marché spéculatif un certain nombre de terrains et de bâtiments. Comme le RIL, qui utilise déjà ce type d'intervention, les GRT devront, pour continuer à produire du logement social, s'associer ou travailler en étroite collaboration avec celle-ci ou avec d'autres organismes. Finalement, il est évident que les GRT devront diversifier leurs activités pour assurer leur future subsistance.